Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis en compagnie de Jacques, apiculteur. Il va nous présenter ses ruches, la variété ici qu'il a et puis les différentes spécificités des ruches. Et puis on terminera sur quelques conseils de prévention. Voilà. Jacques, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, hein. Et puis amis apiculteurs également. Oui, donc vous êtes dans un rucher, la variété Buckfast. Bon, parce que c'est une variété qui est plus domestique, on va dire moins agressive, plus facile à gérer. Donc c'est une variété intéressante. Et puis c'est une base génétique ou une espèce que beaucoup d'apiculteurs ont dans le coin. La race de base de notre région, c'est l'abeille noire. Très difficile maintenant d'en avoir en pure souche, donc on a une abeille noire qui est un peu mitigée et qui reste, bon, moi je dirais un peu agressive et plus difficile à manipuler. D'accord. Je dis bonjour aux abeilles. Or tout simple, hein, voilà. C'est simplement un signal. Bon, elles savent que, elles ont l'habitude aussi, hein, c'est un peu Pavlov. Elles savent que quand il y a de la fumée comme ça, ça va être ouvert. Okay. Donc on les ouvre. Hop. Alors une ruche, c'est plusieurs parties. Je vais me mettre devant, ça ira mieux. Alors c'est plusieurs parties. La première partie, c'est la ruche, ici en vert ou en jaune, hein. Et ça s'appelle les hausses. Les hausses, c'est le grenier. C'est là-dedans où elles mettent leur réserve de nourriture. Où elles mettent le miel, c'est là-dedans. Hein, c'est dans ces deux parties-là, et en bas, c'est là où elles vivent, été comme hiver. C'est la maison, quoi, grosso modo. Et là, le grenier. Ici, les greniers sont vides. Quoique là-bas, il y en a encore à plein, je vous montrerai. Le grenier est vide. J'ai fait l'extraction la semaine dernière. Donc, je leur rends un grenier vide, elles vont remplir. D'accord. Bon, je peux vous dire que si on leur enlève le grenier, on n'est pas ici comme ça, elles sont pas très contentes. Okay. Hein, mais là, bon, là, ça va. Hein. Allez. Alors, c'est pareil, hein, elles rentrent. Regardez, il y en a qui ont des petites boules à leurs pattes, en bas. Je sais pas, Claude, si tu arrives à venir le tout près. C'est pas là, laisse-les. Alors, elles rentrent avec des petites boules jaunes. Attendez. Il y en a certaines qui rentrent avec des petites boules jaunes. Non, mais là, vous êtes devant, elles ne vont pas rentrer. Ah ouais? Ah, bah ouais. Okay. La piste d'envol, elle est là. Là, voilà, il y avait une. Là, il y en a encore des petites boules jaunes. Alors, les petites boules jaunes, ce sont des boules de pollen. Du pollen qu'elles récupèrent sur les fleurs et qui servent à nourrir les larves. Toutes les larves sont nourries avec de l'eau et du pollen. De l'eau, il en faut en permanence. Hein, de l'eau avec des bouchons. Moi, je mets des bouchons pour pas qu'elles aillent, qu'elles aillent dans les piscines des voisins. Parce que maintenant, on se rend compte que les abeilles sont également attirées par le sel. Et dans les piscines, l'eau est légèrement salée. Donc ça, c'est un peu gênant. C'est un des problèmes qu'on risque de rencontrer dans les années qui viennent. Donc je vais me leur mettre de l'eau, je leur mets des bouchons pour qu'elles se rattrapent. Hein. Bon, il y en a quand même qui se noient, mais bon, c'est peu comparé au nombre. Alors dans une ruche comme celle-ci, il y a 60 000 abeilles en ce moment. Hein, en ce moment. En hiver, il y en a 10 000. Période d'hiver, il y a 10 000 abeilles. Il reste 10 000 abeilles, toujours une reine, une seule reine, et 10 000 abeilles et des bourdons. Les bourdons, je vous en montrerai tout à l'heure, on les verra, ils sont beaucoup plus gros. Eux ne servent qu'à féconder les reines en vol. Hein. Donc eux ne servent que ça, ils travaillent un petit peu quand même de temps en temps, mais ils ne servent qu'à féconder les reines. Et donc voilà un petit peu, hein. On a une reine, des abeilles et les bourdons. On va regarder? Ouais. On ouvre? On ouvre. Pas trop peur? Non, non, non. Allez, on y va alors. Alors la reine vient pondre des œufs dans les alvéoles. Ces alvéoles, les œufs se transforment en larves. De la larve, on obtient un espace fermé, comme ça, qui s'appelle le couvain. Hein. Alors des œufs, alors là, si vous regardez bien tout près, vous voyez les larves au fond. Dans l'espace ouvert, vous voyez les larves. Les œufs, ça sera peut-être difficile, mais on doit pouvoir en trouver.
Oui, là, il y a des œufs. Si tu arrives à aller au fond de la cellule, il y a un œuf, il y a des œufs. Je ne sais pas si tu les vois, une toute petite tache blanche. Et voilà, ça sont des œufs. Ensuite, ce sont des larves et des couvains. Alors, je vais l'enlever, je vais le mettre de côté. Alors, avant d'obtenir ça, on leur donne ceci. On les aide. La cire, elles en produisent naturellement, mais tout apiculteur leur donne des cires préparées et elles étirent la cire pour faire les alvéoles. Ne me demandez pas le nombre d'alvéoles, je ne le sais plus. Alors le couvain, là vous avez du couvain, vous avez vu, il y a les œufs, les larves et puis le couvain fermé. Celui-ci, il est déjà plus fermé, plus évolué. Il y a une plus grande zone fermée. Hein, toujours pareil, là on a des œufs et des larves. Alors celui-ci il est en phase, on va pas dire en phase finale, hein, c'est presque la maternité quoi. Hein, ça donne ça quand toutes les cellules sont pondues. Alors là on a une reine qui est très bonne, une reine d'1 an. Toutes les cellules sont quasiment pleines. Lorsqu'il y a un trou, c'est un loupé, c'est-à-dire que c'est un œuf qui n'est pas fécondé ou la reine a oublié. Une bonne reine, c'est ça. Tout à l'heure, je vous montrerai une reine plus âgée. Vous voyez, ça, c'est des cadres idéaux. Alors, pourquoi un cadre idéal? Parce que dans une ruche comme celle-ci, une ruche de production, il faut un maximum d'abeilles. Chaque abeille, c'est un petit camion. Un petit camion qui va chercher du nectar, qui le ramène. Plus il y a d'abeilles, plus vous ramenez de nectar, plus vous avez de miel. Donc il faut absolument avoir un maximum. Alors là-dedans, il y a une reine. Vous voyez comme elles sont attirées par la cire. Tout de suite, elles viennent sur la cire pour... Et voilà. Alors, effet du réchauffement climatique, on leur met des toits blancs. Pour que ça chauffe moins. Ça chauffe moins. Alors dans la ruche, hein, vous avez différents types d'ouvrières. Hein. Vous avez l'ouvrière, l'abeille elle-même, elle a plusieurs travaux le long de sa vie, 8 ou 9. À un moment donné, elle est ventileuse, elle est nettoyeuse, elle nourrit la reine, on en parlera. Et puis à la fin, elle termine en allant butiner, en ramenant du miel, quoi. Elle termine sa vie. Bon, il faut savoir qu'être abeille, il n'y a pas de pôle emploi chez les abeilles. Elles ont tout un boulot et elles travaillent tout le long de leur vie. Hein, voilà. Je vous montre une reine. Allez, on va aller là-bas. Alors, tout le rucher est en abeille Buckfast. Logiquement, un rucher est une variété. On ne parle pas de race, on parle de variété. Bon, alors on a l'abeille noire du Nord, la Buckfast, l'italienne, on a des Carpatica, etc. On a différentes sortes de reines, parce que c'est la reine qui définit la race ou la variété. Nous, on travaille en Buckfast. Buckfast, c'est un mélange de reine italienne avec une reine continentale et qui a été créé par un prêtre au siècle dernier, Père Adam, en Angleterre. Hein. Donc, généralement, les curés ont beaucoup travaillé sur l'abeille en génétique. Nous, tout apiculteur, enfin bon, moi je travaille un peu aussi en génétique, j'essaye d'améliorer ma base, ma souche, avec différents critères. Bon, premier critère, on va dire rentabilité. Il faut qu'elle me ramène du miel, il faut que j'ai des ruches qui soient pleines avec des beaux cadres, etc. Le deuxième critère auquel je tiens, c'est l'agressivité. Je ne veux pas de ruche agressive. Quand je suis ici, c'est pour mon plaisir, c'est pas pour me battre avec mes abeilles. Et puis le dernier point, c'est la lutte contre l'essaimage. L'essaimage, c'est embêter les voisins, c'est gêner. Donc j'essaye d'élever des abeilles qui produisent, qui sont pas agressives et qui n'essaiment pas trop. Alors l'essaimage, l'essaimage c'est simple. Hein. Une reine tient la ruche grâce à des phéromones, hein, une certaine hormone, l'hormone de royauté, on va dire. Et quand la reine est jeune, elle produit beaucoup d'hormones et toutes les abeilles obéissent. Quand la reine vieillit, je vous en montrerai une, les abeilles obéissent moins et la reine pond moins, il y a moins de monde. Tout le monde se dit la reine vieillit,
on va élever une nouvelle reine. Bon, il n'y a pas de coup d'état, ils ne la trucident pas. Simplement, ils prennent des œufs. Les œufs sont toujours les mêmes, ouvrières ou reines. Et ces œufs-là, ils les mettent dans de la gelée royale, produite par les jeunes abeilles. La reine et la larve de l'œuf est plongée dans la gelée royale, la larve est plongée dans la gelée royale, et ça donne une reine. Je vous montrerai une cellule royale. Et donc ça, là, on a une reine. L'ouvrière, la larve ne plonge pas dans la gelée royale, c'est classique. Et la reine vivra toute sa vie nourrie avec de la gelée royale, produite par les jeunes abeilles. Mais donc quand on a comme ça, quand il y a un essaimage, la vieille reine est là, les abeilles élèvent plusieurs cellules royales, plusieurs reines, et quand les autres vont naître, la vieille reine s'en va avec les abeilles, avec, on va dire, un tiers de la ruche. Ce qui veut dire qu'en production, ben, c'est perdu. Votre ruche, elle peut produire, mais beaucoup moins. Et vous récupérez un essaim. Alors, si vous avez 60 000 abeilles, vous récupérez un essaim de 20 000 abeilles. Faudra vraiment le booster pour qu'il produise en fin de saison. Et vous, de l'autre côté, vous aurez 40 000 abeilles. Ça suffit pas trop pour avoir une production normale. Hein? Bon, là, je vais vous montrer une jeune reine. Vous verrez, elle est... En plus, alors on les nourrit. Je nourris simplement, je donne de l'eau et du sucre pour booster l'essaim. C'est un essaim, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est 2 cadres qu'on a vu tout à l'heure avec du monde. Et là-dedans, j'introduis une cellule royale. Et ensuite, il y a une reine qui naît. Bon, c'est relativement calme ici. Vous voyez, une jeune reine, il y a beaucoup de phéromones, c'est calme, ça se... Il n'y a rien de méchant là-dedans, hein. On peut y aller sans fumer. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai même pas fumé devant. Hein. Alors, là, je travaille avec des nouvelles méthodes. Je travaille avec des isolants. Disons que pour éviter les chocs, le chaud, froid, la nuit, etc., et que les abeilles consomment trop, je leur mets des parois isolantes. Quand les abeilles gigotent, elles produisent des infrarouges et elles se réchauffent. Donc voilà un petit peu. C'est une nouvelle technique que j'essaie. Elle est en place depuis 1 an ou 2, donc j'essaie. Donc voilà un cadre. Bon, c'est pareil, hein, comme tout à l'heure, hein, une partie de couvain fermé. Là, il doit y avoir des larves et des œufs. Bah, tout à fait, c'est des larves et des œufs. Hein. Et puis, de l'autre côté, des abeilles qui travaillent. Alors ici, la reine est marquée, celle-ci. Alors on va chercher, on va trouver un point bleu, normalement. Bon, il n'a pas l'air d'être là, le point bleu, hein. Alors je vous expliquerai comment on marque les reines tout à l'heure. Bon, vous voyez, c'est une jeune reine, hein, c'est un essaim qui débute. Hein, donc ça, c'est une ruche de production pour l'année prochaine. Voilà, vous voyez, quand même, le couvain, il est important. Et il n'y a pas d'agressivité, hein, il ne vous tape pas dessus. Voilà. Bon, on va trouver la reine sur les 2 derniers cadres. Et ben la voilà. La voilà la mise. Tu la vois, Claude? Voilà, alors on lui colle une pastille. La couleur bleue, c'est la couleur de l'année. Hein. C'est bleu, c'est 2025, vous voyez. Alors, c'est logique, hein. Elle n'aime pas la lumière. Elle va tout de suite aller se remettre dans l'ombre. Vous l'avez vu? Oui. Je peux la ranger, Claude? Elle est encore là. Oui. Bon, vous voyez, elle est quand même plus grosse. Hein. Elle est bien plus grosse que les abeilles, hein, quand on est à côté. Et donc, vous voyez, bon, c'est calme, c'est gentil. Une reine ne pique pas. Hein. Bon, elle ne sortira pas de la ruche. Non, logiquement, elle ne sort pas de la ruche. Là, elle est fécondée, elle est bien grosse. Elle sait voler, mais tout juste. Hein. Bon, je la range. Voilà. Alors, on leur met des pastilles, c'est pour faciliter l'élevage. Je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà, on remet le tout dans l'ordre. Alors, pourquoi j'ai commencé là? Tout à l'heure, j'ai mal commencé, vous allez me dire. Parce que dans une ruche, ici 5 cadres, les abeilles mettent le miel dans les cadres extérieurs et le couvain au milieu. Là, le couvain est là. Hein.
Donc, elles mettent du miel dans les cadres extérieurs, donc on ouvre sur les cadres extérieurs, on est sûr de ne pas abîmer la reine, ou pratiquement sûr. Hein. S'il y avait du miel à récolter là sur ces panneaux, il y a une différence gustative entre ces panneaux-ci par exemple et les panneaux là-bas? Non, elles travaillent de la même façon d'un côté comme de l'autre. C'est la quantité qui diffère du coup? La quantité d'abeilles, ouais. Là, on a une jeune reine qui va créer, allez, on va dire sa famille. Hein. Elle va s'entourer pour passer l'hiver de 20 000 abeilles. Hein. Elle passera l'hiver tranquillement. Là, elle crée son essaim, sa vie. Hein. Et donc, elle est en train de créer. Elle va avoir toute sa famille autour d'elle. En hiver, elle en aura 10-15 000. Et puis, au printemps, elle va redémarrer vraiment une production. Après l'hivernage, elle va démarrer une production. Et là, elle va partir sur 7 ou 8 cadres comme tout à l'heure. Hein. Là, c'est une jeune ruche. C'est ce que je fais, moi. Je prends des cadres, je les mets dans une ruche, donc les cadres sont orphelins, les abeilles sont orphelines, et je prends une reine que j'élève et je l'introduis. La reine naît, donc elles ont une reine, tout le monde va bien, tout le monde est content. La reine sort, se fait féconder et revient. Toujours au même endroit, elles ont un GPS, hein. Elles ont un GPS intégré. Si elle sort ici, elle va revenir ici. Elle sort, allez, on va dire une dizaine de jours après sa naissance, et elle pond 5 ou 6 jours après. Hein, elle est fécondée dans la nature par les faux bourdons. Faux bourdons, on en sortira tout à l'heure. Et donc, avec les faux bourdons, c'est là où est un peu le problème aujourd'hui, c'est que moi, en élevant mes reines, quand elles sont fécondées, elles reviennent, et je vois tout de suite si elle est bien fécondée avec la quantité de couvain et l'agressivité. Alors, elle pourrait être, tout à l'heure, tu m'as parlé de variété. Elle pourrait être fécondée, par exemple, par des faux bourdons d'une autre variété. Et dans ce cadre-là, ça donne une certaine agressivité. Si, par exemple, ma reine Buckfast, directement de lignée à peu près, se fait féconder par des faux bourdons noirs, on risque d'avoir des abeilles agressives. D'accord. Ça fait une mutation du coup. Ouais. Hein, le mix des espèces ou des variétés n'est pas toujours très bon. D'accord. Ça va ? Combien de temps vit une abeille là du coup sur cette espèce-là? Alors ici en été elle vit un mois. En hiver elle va vivre du mois d'octobre au mois de février, où elles vont être entre 10 et 20 000 autour de la reine à l'entretenir. Elles vont être dans une ruche comme celle-ci, sur un ballon comme ça, et elles vont tourner tout le temps. Elles ne s'arrêtent jamais. Elles n'hivernent pas, elles n'hibernent pas. Elles travaillent tout le temps. Elles sont toujours en activité. Elles ne sortent pas, donc elles ne se fatiguent pas et elles vivent novembre, octobre, janvier, février, 4-5 mois. Alors le but du jeu aussi, dans un élevage comme celui-là, hein, avec une petite ou une ruchette, ça s'appelle une ruchette d'élevage, c'est d'avoir le maximum de monde pour passer l'hiver. Là elle est prête, hein. Là elle est prête à passer l'hiver. J'en ai d'autres où il n'y a pas grand monde, regardez bien. Je vais vous montrer une qui n'est pas performante au premier niveau, quoi. On le voit tout de suite, il y a beaucoup moins de monde. Ah ben oui, hein. Ouais. Beaucoup moins de monde. Regardez, ça vole, tout à l'heure ça volait pas. Et regardez le couvain. Des trous, il n'y a rien. Tout à l'heure c'est des blocs. Ici il y a des trous, il y a, vous voyez, c'est pas... Bon, ça c'est une reine que je vais remplacer. Je vais refaire un élevage de reines. J'élève mes reines et je vais la remplacer. La reine vit autant de temps que les abeilles finalement aussi. Non, une reine peut vivre 5 ans. D'accord. Vous voyez, hein, elle donne rien, il n'y a pas de volume. Donc avec ça, vous aurez toujours une ruche faible qui ne produira pas. Alors, une reine peut vivre 5 ans. Au bout de... Elle fait 1 an, elle est en pleine production comme vous avez vu. La deuxième année, ça baisse. Je vais vous montrer une reine de 2 ans, ce qu'elle peut faire. Et vous allez voir que la différence est... Je peux refermer? Ça sert à les nourrir. Hein. C'est pour mettre de l'eau et du sucre. Elle en a
Alors généralement, hein, comme là vous l'avez vu, on leur met de l'eau et du sucre, il ne doit pas en rester. Ouais. Quand il en reste, c'est que c'est pas bon. Et ça, c'est des toutes petites. Ce sont des ruchettes. Là-bas, il y en a pas mal, mais celle-ci, elle est belle à ouvrir. Ce sont des ruchettes de fécondation de reine. Alors, il y a très peu de monde dedans. Il y a une reine vierge qui va sortir, qui va aller faire son petite promenade là, qui va être fécondée par les faux bourdons et qui rentrera et qui viendra pondre. Bon là, pour les aider, je leur ai donné un cadre de couvain d'une autre ruche. Il y a une reine là-dedans. Alors, signe qu'il y a une reine, elles bâtissent. C'est-à-dire qu'elles ont eu une plaque de cire neuve et elles les tirent. Donc elles préparent le travail de la reine et la reine va sortir, va être fécondée et va revenir pondre là-dedans. Hein, donc ça, c'est une ruchette de fécondation. Vous voyez? Alors bon, on en a des deux côtés. Peut-être qu'on verra la reine, elle n'est pas marquée. Hein. Je ne marque pas mes reines avant qu'elles soient fécondées. Mais il y a une reine, d'abord elle bâtisse et je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Quelle est la raison du coup de ne pas la marquer celle-ci? Alors, repérage par les oiseaux. Vous avez vu le point bleu? Oui. Bon, ça intrigue quand même. Hein. Oui, c'est sûr. Les oiseaux sont pas fous. Hein. Une hirondelle ou un frelon asiatique ou autre chose sont pas fous. Ils voient un point bleu, ça les attire. Regardez, voilà un faux bourdon. Hein, oui, ça c'est un faux bourdon qui est beaucoup plus gros qu'une abeille et puis moins allongé, il fait gros pouf là. Hein, voilà. Là la reine, hop, vous l'avez vu? La voilà. Alors là c'est une jeune, hein, elle file. Hein. Bon, on va pas trop jouer parce que celle-là elle est capable de s'envoler. Désolé, hein. Celle-là elle démarre aussi. L'autre là-bas elle démarre. Là-bas c'est une particulière. Pour changer et pour éviter une pseudo-consanguinité, parce que vu le vol, ça peut être compliqué d'avoir une consanguinité, je rachète chaque année une ou deux reines chez des éleveurs spécialisés. Alors, éleveurs spécialisés, généralement les gens comme là-bas, bah, j'ai une reine inséminée. Donc on est en lignée génétique relativement pure. Ouais. Hein, bon, voilà. C'est un peu le... Bon, ça, c'est un investissement. C'est un investissement sur la qualité du rucher. Et puis, bah, je vais dire, mon plaisir de travailler avec. Hein, si vous avez des abeilles qui vous tapent dessus quand vous arrivez ici, bah, vous vous dites moi j'ai des copains, ils ne savent pas rentrer dans leur rucher, bah, c'est pas marrant quoi. Ah, pas... Moi je viens ici en chemise, hein, tout à l'heure je les prendrai main nue. Allez, je vous montre une reine de 2 ans, vous verrez la différence. Alors celle-là c'est une ruche spéciale aussi. C'est une ruche à 2 niveaux. Et au milieu, j'ai une grille à reine. La grille à reine empêche la reine est en bas. Je l'ai mise en bas, hein. J'ai vérifié, elle est en bas. Et en haut, il y a du couvain et des abeilles. Donc partout, il y a des abeilles. Elle a le même volume que celle-là, par exemple. Mais en bas, il y a la reine, et entre les deux, il y a une grille à reine, un genre de grillage qui empêche la reine de passer. Dans demain ou après-demain, je vais fermer complètement la trappe. C'est-à-dire que je vais mettre une plaque de bois pour fermer. Celles d'en haut seront sans reine. Il n'y a plus de reine. Donc là, c'est la folie. Hein. Il n'y a plus de reine, on est orpheline, on va mourir. Logique. Donc, je vais leur donner, dans des petites cupules, des œufs, des larves de 3 jours. Et elles vont me faire des cellules royales. Et je vais avoir des cellules royales de reines que j'aurais choisies. Par exemple, bon, je ne vais pas prendre celle-là, elle est jeune, mais je prendrai peut-être des œufs dans la première qu'on a ouverte. D'accord. Qui est une bonne, qui produit bien ou autre. D'accord. Ou d'une reine sélectionnée. Logiquement, quand j'achète une reine, je prends des œufs de cette reine-là. Hein, c'est bon, c'est génétique, hein, on élève nos reines. Il y a une traçabilité là de vos ruches, je vois des QR codes un peu partout. Ouais, ouais, j'ai une gestion informatisée. D'accord. Je n'ai pas ici, hein, je prends ma tablette
Et avec le QR code, j'ai la gestion informatisée de ma ruche, c'est-à-dire la production, l'ancienneté, l'âge de la reine, mais ça je le sais à peu près tout, la production de miel, ce que j'ai donné comme nourriture. Oui, tout à l'heure j'ai mis de la nourriture, donc chaque fois que je mets de la nourriture, clac, je bip, donc c'est mis. Et la gestion informatisée m'aide aussi. Allez, si je prends une reine vierge, par exemple la petite là-bas, lorsque j'ai introduit la reine dedans, je l'ai introduit à telle date et je demande à mon portable, à mon système informatique, de m'avertir une dizaine de jours plus tard que je dois regarder si la reine est fécondée. Ça vous aide beaucoup dans le travail, je pense. Ah bah oui, ça me permet de gérer et de savoir qu'à telle date ou le lendemain, vérifier, on n'est pas une journée près. De l'élevage de rennes, ça se passe à la journée près, la demi-journée. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, oui. Une naissance de reine, c'est 7 jours. Il ne s'agit pas d'attendre trop longtemps. Bon, on leur met des bigoudis de protection, mais ça c'est technique. Mais la première reine qui va naître, elle va tuer toutes les autres. Hein. Donc là, faut pas se tromper. Hein. D'accord. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas quoi que ce soit. Si je dois récupérer mes reines, j'irai pas en réunion. Bon, après, je calcule mon planning en fonction de ça. Ouais. Bon, bah ouais. Allez, venez, je vais vous montrer une reine de 2 ans. Il y a quelques fourmis là dans celle-ci. Alors oui, bah, les fourmis, je les laisse. Je les laisse, les fourmis. Là, il n'y en a même pas beaucoup. Je les laisse parce que l'acide formique, qui correspond au pipi de fourmi, tue les varrois. Qu'est-ce que le varroa? Le varroa, c'est un pou qui attaque les abeilles de l'intérieur. Le varroa vit, c'est un acarien qui vit dans le couvain de mâle, qui est un peu plus gros, on en verra là du couvain de mâle, qui vit dans le couvain de mâle et qui suce un peu le corps des abeilles avant leur naissance, ce qui donne qu'on a des abeilles, je ne vais pas dire handicapées, mais déficientes. Donc, bon, bah, c'est pas le but du jeu. Donc, l'acide formique tue les varrois, hein, ou ils n'aiment pas. Bon, vous voyez, une reine de 2 ans, bon, ça bouge pas. Allez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a du miel. Et ici, c'est pas le cas. Bon, il n'y a pas de miel. Si, un petit peu là, vous voyez. Hein, ça, c'est un cadre avec du miel. Hein, dans un cadre, beaucoup de miel et du pollen. Regardez, ça, c'est un beau cadre de réserve d'hiver. Hein, il y a du pollen et là, il y a du miel. Bon, je vais vous dire, hein, cette ruche ici, elle ne va pas passer l'hiver. Hein. Elle me produit des cadres. Elle est calme, donc ça m'arrange. J'arrive à l'ouvrir sans enfumoir. Tout à l'heure, je suis venu, j'avais un essaim. J'ai récupéré un cadre avec des larves. L'essaim reste plus facilement dans une ruche quand on lui met un cadre. Je prends des cadres dedans et elle me construit des cires. Elle perd pas son temps. Alors regardez, comparé à tout à l'heure, regardez une reine de 2 ans. Les trous. Alors, on n'est plus dans la même situation que tout à l'heure. Hein. Vous voyez, c'est beaucoup moins dense. Hein. Tous, c'est beaucoup moins organisé. Alors là, vous avez une reine qui est, je vous dis, moins organisée. Bon, c'est une reine une ruche qui risque d'essaimer. Bon, vous voyez, une vieille reine, elle court moins vite que la jeune de tout à l'heure qui cavale comme une folle. Hein. Elle est stabilisée, bon. Moins timide, peut-être. Ouais, bon, c'est l'habitué, elle est dans sa ruche, elle a son monde, elle est moins sauvage. Vous voyez, j'ai pris un cadre tout à l'heure, donc j'en ai mis un nouveau, ils sont déjà dessus en train de travailler. Hein. J'ai pris 2 d'ailleurs. Non, celui-là, j'ai pris il y a 2 ou 3 jours. Regardez. Un peu de miel. Ça va vite, hein? Un peu de miel, ouais. Bon, c'est pas la meilleure période, là. Hein. Là, on est un peu en période creuse. On va en parler des mielés et de la biodiversité, quoi. Pour le propolis, du coup, ça se forme comment dans ces ruches? La propolis, c'est ça. Ça, c'est vraiment la propolis. Alors, à quoi elle sert? Là, c'est typique.
Tu vois, je vais reposer. Quand je pose ça, entre les deux, il y a toujours un petit vide. Hein, il y a un petit trou là. Oui. Et elle bouge ce petit trou avec de la propolis. C'est un genre de mastic qu'elle trouve notamment sur les peupliers. On parle beaucoup de propolis de peuplier, mais il y a des arbres qui en produisent plus. C'est de la sève dense. Hein. Et elle bouche tous les trous, surtout pour l'hiver. D'accord. Pour éviter le froid de l'hiver. Parce qu'en hiver, elles sont pas bêtes, hein, elles se protègent correctement. Bon, ici, c'est encore mieux, hein, elle a le toit blanc, elle a une protection thermique. La protège, la petite vieille. Bon, je vous avouerai qu'il y a un petit sentiment avec. Hein. C'est une reine qui a produit l'année dernière 6 os. Quand même, ouais. Ouais. Hein, donc elle est usée. Elle est usée par le boulot. Hein, donc bon, je l'ai gardée. Elle me fait des cadres, elle me fait, j'explique, hein, elle me fait des cadres, elle me fait des réserves et puis elle me donne des trucs, mais elle produit rien, quoi. Elle est usée. Hein, alors la reine sort de la ruche, elle est fécondée en vol. Hein. Bon, donc elle a une spermathèque avec des millions de spermatozoïdes, des faux bourdons. Et après, elle rentre dans la ruche et elle pond pendant autant d'années. Donc elle a un stock énorme de spermatozoïdes où elle pond des œufs fécondés. Quand elle a rempli une ruche comme là-bas, bah, l'année d'après, elle en produit moins. Hein. Elle a déjà bien évacué sa spermathèque. Donc on dit une reine vit 5 ans. Au bout de 2 ans, on les remplace. Ouais. On les garde 2 ans. Et puis la 3e année, on remet une jeune reine. Allez, on va prouver les abeilles ne sont pas méchantes. Alors ça, ce sont des bandes de fluvalinate et d'amitrase qui tuent le varroa. Donc dans les petits essaims, je protège mes essaims, comme ça je sais que dès le départ, j'ai pas de varroa au départ. Moi j'en ai, mais je me porte. Ça c'est dense. Hein. Vous voyez, la reine elle pond. Ça c'est une toute jeune, hein. Elle a pondu là-dedans. Elle est en route. Normalement elle a un point bleu. Alors on voit les larves, hein. On voit les larves, on voit tout. Bon, déjà là on voit la qualité de la reine. Hein. Déjà quand ils sont dans les petites boîtes. Après les loupés, par moment, c'est des loupés de mauvais nettoyage des ouvrières ou diverses choses. Hein. Faut pas non plus... Voilà, regardez, elle commence ici, elle commence à faire des réserves. On arrive vers l'extérieur de la ruche, elle commence à faire des réserves de miel. Et là, on voit une avec des plottes de pollen. Tu le vois ? Elle a des belles plottes de pollen à ses pattes. Elle va la ranger le pollen, elle est là. C'est bon? Hop. Quelles sont les précautions pour ouvrir une ruche? Enfin, celles-ci, du coup, elles sont relativement calmes. Vous avez des outils, vous avez des protections? Les protections réelles, c'est la fumée. De toute façon, hein, c'est pas quand vraiment elles sont en colère ou déchaînées, la fumée ça les arrête pas. Bon, il y a une reine en plus, hein, tu vois, comme quoi. Alors la fumée ça les arrête pas. Je pense que la météo joue énormément. Hein. La première des choses pour moi c'est la météo. Hein. D'ailleurs notre visite je l'avais mise sous condition. J'avais dit il faut que la météo soit avec nous. Bon alors la reine on ne l'aura pas parce que
elle se cache au fond de la ruche, elle n'aime pas la lumière, donc elle va vite... Voilà. Donc là, vous avez pris les cadres sans aucune piqûre? Sans aucune, non. Voilà. Alors pourquoi? Ben, simplement parce que d'une, ce n'est pas une... J'ai dit tout à l'heure hein, que je luttais un peu contre l'agressivité. Donc je suis sûr quand même que la base génétique n'a pas d'agressivité. Et le deuxième point auquel bon, je fais aussi attention, c'est la qualité. Mais à partir du moment où on a des bases non agressives, on peut manipuler facilement. Bon, après, là j'en ai pas mis. Et regardez, quand vous voyez, là j'en ai peut-être. Voilà. Ouais, là voilà ma bombe. J'en ai pas mis, je le jure. Hein. Vous mettez ça sur vos mains et elle vous pique beaucoup moins. D'accord. Bon, moi j'en mets pas. Hein, Alors, j'aime bien travailler à main nue sur les petites comme ça, pour les attraper, pour les marquer. Je les attrape dans mes doigts et je leur colle une pastille sur le dos, comme vous avez vu tout à l'heure. Hein. Mais bon, donc là, je mets quand même sur mes mains pour pas être piqué, etc. Mais sur ça, c'est rare. Hein. C'est plus agréable de travailler sans gants, sentir aussi. Bon, après, ouais, c'est bien. C'est les vibrations, on sent. On sent. Et les vibrations, on sent si la ruche est contente ou pas contente. Hein. Ça vibre. Ah oui. Bah, d'ailleurs, vous l'entendez. Ouais, oui. Tout à l'heure, je vous ai dit, bon, il est temps, on va fermer. On n'a pas mis beaucoup de fumée, ça sert à rien. C'est ça, hein, faut savoir gérer le bruit, gérer les abeilles. Et bon, après, c'est... c'est le feeling, hein. C'est le feeling. Tiens, tu m'as parlé de la propolis. C'est ça, hein, tout ce qui est jaune, marron, c'est la propolis. Ça, c'est de la propolis. Qui a potentiellement des propriétés... Ouais, elles font ça, elles mettent de la propolis pour bloquer les cadres. Alors, on en a d'autres, hein, il y a d'autres variétés de ruches, il y en a des plus petites. Il y a d'autres variétés, et ça, c'est une autre variété de ruches. Alors, c'est pas le même genre, c'est pas la même construction, regardez. Ici, c'est plus à l'ancienne. Il n'y a pas de cadre, on les laisse. On leur met une barrette et elles construisent elles-mêmes. Vous voyez, c'est killer ça. C'est une autre forme. Hein. Vous voyez, bon, l'inconvénient, j'aime pas trop. Ça, c'est des constructions sauvages. Ça, c'est une construction sauvage. Mais qui sera du coup non viable, c'est ça? Ah, celle-là, c'est de la cire pure. Hein. Alors une, par exemple, que j'irai pas à main nue, c'est celle-là. Vous allez me dire, parce qu'il y a beaucoup de monde. Non, parce qu'elle est orpheline. Il n'y a pas de reine dedans. Et elle va me piquer. Si j'y vais, elle va me piquer. Attendez, je recherche un truc. Regardez, une cellule royale. C'est une petite, hein, celle-là. Voilà une cellule royale. Là, elle est morte, hein, mais bon. On va la décortiquer, vous allez comprendre comment on fait. Je peux? Alors, vous voyez, là-dedans, on glisse un œuf. On glisse un œuf ou une larve de 3 jours et on leur donne ça. Et elles élèvent. Et d'ailleurs, la reine est morte dedans. Ouais, ça, c'est une reine. Elle est à larvaire. Où la cellule était trop épaisse. Normalement, elle coupe le petit capuchon là devant, puis elle sort. Bon là, apparemment, elle n'a pas su, ou elle n'est pas arrivée au bout, ou elle a eu un coup de froid, ou bon, voilà. On va parler prévention un peu, si ça ouais. On n'a pas parlé. Allez, on y va. Donc niveau frelon asiatique, frelon européen, est-ce que vous êtes embêté ici avec vos ruches Oui. Alors on est très embêté par le frelon. Embêté par le frelon parce que d'une, il nous fait des dégâts énormes. Et lui, il a trouvé que le rucher, c'est son garde-manger. Donc il s'installe autour des ruchers.
Hein, et donc lui, il va s'installer autour du rucher, 100-200 mètres, et il envoie des compagnies de frelons chercher des abeilles pour avoir de la viande. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il attrape une abeille là, il se perche ici, il la décortique et il s'envoie avec le corps de l'abeille. Attention, hein, c'est une espèce très évoluée. Alors en ce moment on n'en voit pas beaucoup. Ce que vous avez vu tout à l'heure, allez, dans un langage, moi je dis c'est une maman frelon. C'est une mère frelon qui a passé l'hiver dans des feuilles, dans un tas de bois protégé, un peu comme les hérissons, hein. Elle hiberne bien enfermée, protégée du froid. Au printemps elle sort, elle crée un nid. Et donc là elle venait chercher à manger pour créer son nid. Le nid va grossir, elle va rester dedans et les autres vont aller chercher de la nourriture. Si le nid grossit trop vite, on en refait un deuxième et un troisième. Donc on a une prolifération de frelons. Alors celle-ci, c'est mort, mais les frelons du mois d'août et du mois de septembre vont se cacher pour cet hiver. Donc d'un nid de frelons, on va récupérer 150-200 qui vont être cachés. Et c'est exponentiel, quoi. Et ça, il va falloir qu'à un moment donné, bon, l'État commence à s'en préoccuper, les départements aussi, mais il va falloir s'en préoccuper sérieusement, parce que c'est très compliqué à combattre. Dans le Midi, ils ont un mal de chien à combattre. Quand une compagnie de frelons se met sur une ruche, 3 jours, hein, ils avalent tout. Hein. Bon, ils prennent les ruches les plus faibles, ils les détruisent, et bon, c'est très très compliqué, quoi. Alors après on les attrape avec des épuisettes, et puis bon, on les attrape, il y en a qui mettent des poules, qui attrapent les frelons, enfin il y a un tas de choses, quoi. Hein, le deuxième prédateur, c'est le varroa. Le varroa, c'est un acarien qui vit dans la ruche et que nous combattons bon, avec des bandelettes. Moi, je combats plus avec des méthodes bio. Là, c'est parce que c'est un essaim, je peux pas travailler en bio. Sans ça, je travaille avec de l'acide oxalique et de l'acide formique. L'acide oxalique, c'est du sel d'oseille, hein, c'est pas... Bon, il faut manipuler avec des bonnes doses et bonnes précautions, mais on fait ça, on a certains produits à base d'acide oxalique qui sont beaucoup plus moins chimiques, on va dire. Ouais. Faut pas que ça se ressente dans le miel finalement. Voilà. Après, le dernier combat, on est en train de se battre à l'Assemblée nationale, c'est les néonicotinoïdes. Hein. Alors, quel est l'effet des néonicotinoïdes? Je vous ai dit tout à l'heure, une abeille a un GPS. Eh bien, l'abeille, elle collecte, elle apprend du nectar, sauf que le néonicotinoïde, lui, tape sur le système nerveux, elle ne sait plus revenir. Elle est perdue. On est loin quand même, hein. Ah, ça descend des... Le rapprochement, on n'est pas... Quand on a certaines maladies, nous, je vais dire, Alzheimer ou autres qui sont en croissance, il faut parfois faire le lien, hein. Mais nos abeilles perdent leur GPS. Donc, elles sont un peu perdues. Alors, comment fonctionne l'abeille? Elle a son GPS, hein. Elle est ici, elle ne repère pas le lieu direct, elle repère l'endroit. Et quand elle arrive, on va dire à 50 mètres, elle retrouve sa ruche. Là, c'est du visuel ou du plus pur. Mais au départ, elle utilise son GPS jusque approximativement le lieu où elle est. Pour la désorienter, 3 km. Vous prenez une ruche ici, si vous l'emmenez à 1 km, elles reviennent, hein, systématiquement. Vous les emmenez à 3 km, le GPS est déprogrammé, elles reprogramment pour l'endroit où elles sont. D'où, et c'est comme ça qu'on fait de la transhumance. D'accord. Déjà qu'il y a un dernier truc qu'on n'a pas parlé, c'est les essaims. Un conseil de prévention peut-être, parce qu'on les retrouve beaucoup dans le jardin. Ici, il n'y a pas de raison qu'elles se retrouvent dans les jardins, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, alors un essaim, il faut savoir que c'est potentiellement une ruche de production pour l'année suivante. Le meilleur moyen, c'est d'appeler un apiculteur. Bon, le conseil que je veux donner, surtout, ne les passez pas à l'insecticide. Des abeilles, on en manque, même si elles s'installent dans la nature, dans une vieille maison, n'importe où, bon, elles resteront là, elles reproduiront. Moi, j'en ai un dans le cri du cimetière, par exemple. Hein, donc ça, c'est bon. Mais les détruisez pas, vous appelez un apiculteur, vous appelez les pompiers, et puis tout s'organise pour préserver les abeilles. On n'en a pas trop, on se bat pour les préserver, aidez-nous. Ouais. Et finalement, on n'a pas été piqué, enfin, c'est inoffensif une abeille, c'est... là, la preuve en est. Alors, bien sûr, hein, vous n'allez pas dans un rucher avec du parfum, avec de l'alcool, avec un tas de choses, quoi, et puis vous faites pas des grands gestes.
Bon Jacques, merci en tout cas. Oh, Merci bah, de pour cette rien, à belle votre visite, service. À votre service. c'était très agréable. Allez, À bientôt. allez, puis je vous offre un pot, mais pas d'hydromel.